Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir, Président. Une première question de Amine. Comment réagissez-vous à la disparition de Jean-Marie Le Pen? Mérite-t-il son surnom de diable de la République? L'avez-vous déjà rencontré? Trouvez-vous normal que certains opposants puissent se réjouir de sa disparition, notamment à l'extrême gauche? Elle fait beaucoup de questions à la fois. Alors effectivement, c'est la grande information d'hier, c'est le décès de Jean-Marie Le Pen. Alors, le surnom diable de la République, je ne sais pas, c'est un surnom peut-être un peu médiatique. Le surnom qui, paraît-il, il avait dans le milieu politique, c'était plutôt le menhir, faisant ainsi allusion, d'une part, à ses origines bretonnes, de la Trinité-sur-Mer, et d'autre part, faisant allusion au fait que c'était un peu comme un roc et qu'il n'hésitait pas à être seul contre tous et à braver un certain nombre d'éléments de la pensée communément admise. Alors, ce que j'ai pensé de tout ça. Alors, bon, déjà sur l'affaire des manifestations hier. Honnêtement, je suis comme beaucoup de gens, enfin comme la grande majorité des gens, je suis quand même assez choqué, assez scandalisé. Voilà, on fait pas ça. Ça c'est vraiment d'une part parce qu'il y a quand même la famille, il faut quand même respecter la famille. D'autre part, enfin il y a quand même une tradition, me semble-t-il, en France, dans un pays chrétien, catholique romain, c'est qu'on ne se réjouit pas du décès de quelqu'un. C'est quelque chose d'absolument indécent. Et qui a d'ailleurs, je pense, choqué la grande majorité des Français. C'est-à-dire qu'en fait, si l'objectif poursuivi était de se rendre sympathique aux yeux des Français, c'est le contraire qui est la réalité. Voilà. Alors, je sais bien, il y a des gens qui disent oui, mais il était ci, il était ça, il était raciste, il était antisémite, il était négationniste, il était ci, il était ça, il a été condamné. Tout ça est exact. Mais enfin, la tradition, quand même, veut que ce n'est pas le jour même du décès, ni même dans les jours suivants, que l'on commence à dresser la liste de tous les méfaits éventuels ou tous les bienfaits éventuels d'un personnage connu. Alors, il y a quand même un délai de décence. Franchement, je trouve que tout ceci est assez minable, en fait, parce que j'aimerais savoir ce que les gens qui ont manifesté hier diraient si, d'aventure, un de leurs proches ou leur père, lorsqu'il décède, il y avait des scènes de liesse dans la rue. Tout ceci, bien sûr, ne vaut pas approbation de ma part. On retombe sur une question que j'avais eue la semaine dernière, tout à fait justifiée, sur la question de la nuance. Tout ceci ne vaut pas de ma part la justification de tous les faits et gestes et déclarations de M. Le Pen, mais tout ceci, c'est simplement un principe d'humanité minimale. D'autant plus que je sais que Jean-Marie Le Pen, on lui reproche un certain nombre d'exactions, notamment d'avoir pratiqué la torture en Algérie. De ce que je crois savoir, ça n'est pas forcément tout à fait avéré, mais enfin bon. Mais quand bien même serait-ce avéré, je rappelle qu'à cette aune, faudrait danser, il faudrait à chaque décès de n'importe quelle personnalité. Voilà. Faut-il rappeler ici la responsabilité écrasante prise par un certain nombre de responsables français politiques, pourtant des grands partis sur le cours des événements et le nombre de morts qu'ils ont pu créer. Voilà, je rappelle quand même que la France a été mêlée à des guerres au cours des décennies récentes. Lorsque François Mitterrand faisait quand même partie d'un gouvernement qui a envoyé les soldats français en Algérie. François Mitterrand a quand même entraîné la France dans des conflits où il y a eu de nombreux morts. Jacques Chirac, pareil. Nicolas Sarkozy, il a démoli le régime de Kadhafi. Il s'est rapproché des Américains, notamment sur l'affaire en Syrie. C'est pareil pour François Hollande, c'est pareil pour Emmanuel Macron. La participation actuelle, d'ailleurs, et l'approbation générale de la guerre en Ukraine, où il y a 500 000 morts en Ukraine, 500 à 600 000 morts, c'est quand même autre chose que éventuellement les exactions commises par Jean-Marie Le Pen en Algérie. Voilà. Donc tout ça me paraît de toute façon très malséant. On fait pas ça le soir d'un décès. Il faut quand même avoir pas l'humanité minimum au moins, si on n'est pas d'accord, on garde le silence et puis voilà. Et puis on respecte quand même la famille. Le mot respect, c'est un beau mot d'ailleurs. Le mot respect, ça vient de spectere, qui veut dire regarder en latin, qui a donné le mot spectateur d'ailleurs, et re, c'est vers l'arrière. Donc le respect, c'est regarder vers l'arrière, regarder vers le passé,
et respecter donc tout ce qui a pu être dit et fait. Alors maintenant, sur le jugement sur Jean-Marie Le Pen, moi je me suis gardé de faire un jugement. D'abord, chacun a son opinion. Jean-Marie Le Pen, c'était quand même un responsable politique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était quand même quelqu'un qui a fait parler de lui dans la politique française. Et c'était quand même quelqu'un qui certains diraient, si c'était au cinéma, un monstre sacré de la politique française, comme on le disait d'Alain Delon. Alain Delon ayant d'ailleurs eu des liens d'amitié avec Jean-Marie Le Pen, comme d'ailleurs Brigitte Bardot. Donc c'est quelqu'un qui a, qu'on le veuille ou non, a structuré une partie de la vie politique française. Je reviendrai d'ailleurs dessus, sur le pourquoi de cela. Mais c'est incontestablement un événement. Moi, je n'ai pas réagi. Là, on me force à réagir. C'est bien naturel que les gens me demandent ce que j'en pense. Mais moi, j'ai pas fait un communiqué. Alors, il y a François Bayrou qui s'est fendu d'un communiqué. Aussitôt, il y a des gens qui ont critiqué le communiqué de Bayrou. Après ça, il y avait j'ai vu madame Clémentine Autain qui a fait un communiqué en se pinçant le nez. Et puis, alors, il y a des gens qui ont dit, attendez, arrêtez de vous pincer le nez. Votre grand-père était un des proches de Jean-Marie Le Pen. Enfin, tout ça, c'est un truc à la française assez minable, en fait. Voilà. Les Français, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'il faut penser. Chaque Français et chaque Française, dans son fort intérieur, sait ce qu'il faut penser de Jean-Marie Le Pen. Et je pense d'ailleurs qu'à part les électeurs du Front National, qui doivent avoir un jugement unanimement extrêmement positif, et à part les électeurs de l'extrême gauche, qui doivent avoir unanimement un jugement extraordinairement négatif, je pense que la grande majorité des Français doivent être un peu comme moi, c'est-à-dire de se dire, voilà, il y avait des aspects du personnage qui étaient totalement inacceptables, qui d'ailleurs n'ont même pas été acceptés par sa fille et par ses successeurs, puisque je rappelle qu'il a finalement été chassé du Front National, qu'il avait pourtant non pas créé, mais très largement contribué à développer. Il a été chassé, justement, il a perdu son titre de président d'honneur. Il a donc créé à ce moment-là un nouveau parti politique qui s'appelait les Comités Jeanne. Ça veut donc dire que même des proches de Jean-Marie Le Pen, même ses filles, sa fille en tout cas, Marine Le Pen, avait pris ses distances avec son père. Voilà. Ce qui prouve que le personnage faisait quand même, à part ses provocations, avait semé la zizanie, y compris dans sa propre famille. J'ai noté d'ailleurs une petite curiosité. J'ai vu que madame Marion Maréchal a fait un tweet tout à fait extraordinaire de soutien à son daddy. Je sais pas pourquoi elle l'appelle daddy avec un nom américain, c'est un peu bizarre. Enfin, elle a fait tout un truc en faveur de son daddy. Mais je le rappelle, je sais pas, ou alors j'ai manqué un épisode, mais auparavant, quand elle s'est lancée en politique, elle s'appelait Marion Maréchal Le Pen, et puis elle avait un jour décidé de ne plus se faire appeler Le Pen, justement, pour ne plus être marquée avec son grand-père. Bon, alors tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Bon, moi je laisse ça de côté. Alors, moi, qu'est-ce que je dirais quand même sur la personnalité de Le Pen? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important à savoir. Je dirais deux choses. La première, c'est en termes politiques, puis la deuxième, la personnalité. En matière politique, je rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen n'a pas créé le Front National. Le Front National a été créé au début, je crois, de 1972, les années autour du mois d'avril, ou mars ou avril, a été créé notamment par quelqu'un qui s'appelle Alain Robert, qui j'ai connu d'ailleurs, qui est beaucoup plus tardivement, qui a été dans l'entourage de Charles Pasqua, et qui était un ancien d'Occident, qui s'appelle Alain Robert. Et Jean-Marie Le Pen est arrivé à la fin de l'année de 1972, quelques mois après. Donc on ne peut pas dire, c'est pas exactement le créateur du Front National. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y avait autour de Jean-Marie Le Pen, à l'époque, Jean-Marie Le Pen était quand même qualifié une personnalité extrême droite. Il était à la tête d'une espèce de société de disques où il publiait des chants militaires, notamment des chants de la Wehrmacht, de l'Allemagne hitlérienne et des discours, je crois, d'Adolf Hitler. Alors évidemment, c'était tout à fait de style Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire qu'il aimait la provocation et il se couvrait, si l'on peut dire, en publiant également des discours ou des chants de l'armée soviétique ou des discours de Staline, etc. Voilà. Enfin, évidemment, ça ne pouvait pas ne pas faire scandale. Il le savait très bien que ça faisait scandale. Il était également proche de Giorgio Almirante, qui était un Italien, qui était à la tête d'un mouvement
politique qui s'appelait le Mouvement Social Italien, le Movimento Sociale Italiano, le MSI, et qui avait, à la fin des années 60, au début des années 70, avait connu un grand engouement, notamment dans le Mezzogiorno, dans le sud de l'Italie. Et Giorgio Almirante, c'était quelqu'un qui avait été, sauf erreur de ma part, je crois, un jeune secrétaire d'État du gouvernement de Mussolini dans les années 1930, fin des années 30 et début des années 40. Voilà. Et donc, c'était donc un fasciste, au sens tout à fait étymologique du terme, parce que le mot fascisme vient justement de l'Italie mussolinienne, et qui avait créé un parti qui s'appelait le MSI et qui avait adopté comme symbole, comme logo, le fameux, ces espèces de 3 flammes qui étaient vertes, blanc et rouge, qui était le drapeau de l'Italie, avec marqué MSI, et ça avait une espèce de vasque avec des flammes qui faisaient penser... On pouvait penser éventuellement à la Rome antique, à la Rome de l'Antiquité. On pouvait penser aussi assez volontiers à ces manifestations un peu néo-païennes dont étaient friands les fascistes et plus encore les nazis. Rappelez-vous par exemple les cérémonies qui avaient lieu à Nuremberg du temps de l'Allemagne hitlérienne dans les années 1930 avec des cathédrales de lumière. Alors ça, c'était le logo qui avait été inventé par Giorgio Almirante, parti fasciste d'extrême droite avec un proche de Mussolini. Et Jean-Marie Le Pen, du fait de sa proximité, de son amitié avec Giorgio Almirante, lui avait demandé l'autorisation d'utiliser cette flamme tricolore pour le Front National. Ce que Giorgio Almirante avait donc donné. Donc du coup, c'est de là qu'avait daté le logo bleu, blanc, rouge, et Jean-Marie Le Pen ayant remplacé le vert par le bleu. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, même avec une volonté d'apaisement et de bonne volonté, il faut reconnaître, c'est un fait absolument objectif, que dès les débuts, sans compter qu'il y avait parmi les membres fondateurs, je crois qu'il y avait un Waffen-SS qu'on avait vu présent ici ou là, dès les débuts, sur les fonds baptismaux du Front National version Jean-Marie Le Pen, c'était quand même un mouvement qui était très provocateur, d'extrême droite, et avec des symboles comme celui dont je viens de parler. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même savoir sur cette affaire, c'est que Jean-Marie Le Pen n'était pas un inconnu. Il avait été, en 1956, un député poujadiste, comme on le dit. Il avait été, non pas le plus jeune, mais le deuxième plus jeune. J'ai vu ça dans un article de Charles Sapin dans le Figaro. Le deuxième député le plus jeune de la 4e République, en 1956, je crois. Et il avait frappé les esprits, à la fois par sa faconde. C'était quelqu'un qui avait une grande facilité pour parler, qui captivait les foules, et aussi parce qu'il avait demandé à être mobilisé et envoyé, bien qu'il fût député, d'être envoyé en Algérie pour défendre les intérêts de l'Algérie française. Ce qui mènera justement à ces soupçons récurrents sur le fait qu'il aurait participé à des exactions et à des tortures en Algérie. Ce qui explique aussi pourquoi une partie significative ce qu'on a appelé les pieds noirs, donc des Français rapatriés d'Algérie, ont gardé pendant très longtemps, et leurs descendants, une affection particulière pour Jean-Marie Le Pen, qui a été représentant. Affection d'ailleurs qui s'étendait à certains harkis, puisque je rappelle que contrairement à ce qui est un peu une légende aussi, on a fait de Jean-Marie Le Pen quelqu'un de raciste de façon absolue, il y avait quand même dans son parti politique, il y avait justement des Français, des harkis d'origine algérienne qui étaient là, ce qui n'excuse pas le fait qu'il avait fait par ailleurs des déclarations scandaleuses. Mais je crois, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon propos, je crois qu'il faut tenir compte de la personnalité profonde de qui était Jean-Marie Le Pen. En tout cas, il était assez connu. Il crée donc le Front National, il rejoint le Front National en 1972 et il lui a donné évidemment un dynamisme très important. Mais ce dynamisme n'a pas été très facile, puisqu'il avait réussi à se présenter à l'élection présidentielle en 1974. À l'époque, il fallait 100 parrainages et non pas 500 comme aujourd'hui. Et bien que Jean-Marie Le Pen ait été comme un personnage connu, pas immensément connu, mais il avait quand même été très connu dans les années 50, à partir de 1956, par son engagement auprès du mouvement poujadiste, puis ensuite avec son engagement pour l'Algérie française.
Ensuite, il était à la tête du Front National qui avait lancé dans les années 72 des campagnes contre l'immigration sauvage. Donc c'était quand même quelqu'un qui était quand même connu et répertorié depuis un certain temps. Il se présente à l'élection présidentielle de 1974 où il a les 100 parrainages et il a fait, je crois, quelque chose comme 0,74% des suffrages. Voilà, à peu près. C'est-à-dire, on me permettra de le signaler au passage, moins que ce que j'ai fait moi en 2017 où j'ai fait 0,93%. Alors que personne ne me connaissait, sauf je n'ai été connu que pendant le dernier mois. Je le dis au passage, parce que ça permet c'est intéressant de faire des comparaisons, non pas que je me compare à Jean-Marie Le Pen, mais c'est intéressant quand même de voir que même quelqu'un qui était très connu, dans la mesure où il n'avait pas la faveur des médias, il n'était pas arrivé à grand-chose. Il n'avait pas la faveur des médias. Et en 1974, en 1981, lorsqu'il y a l'élection présidentielle suivante, à l'issue du septennat de Giscard, entre-temps, sauf erreur de ma part, on était passé aux 500 parrainages, et là, il n'a pas eu les 500 parrainages, il n'a pas pu se présenter donc à l'élection présidentielle de 1981. Et c'est à ce moment-là qu'arrive, dans les années qui suivent, un phénomène très important de la situation de la société, de l'évolution de la scène politique française. C'est deux choses, moi, qui me frappent sur le début des années 80. D'abord, une photographie qui circule sur Internet, que vous trouverez, qui doit dater de 1979, 80, 81, où on voit Jean-Marie Le Pen, qui donc n'est rien, en fait. Enfin, il n'est pas plus que je ne suis. Il a été candidat à l'élection présidentielle, il a fait un score de 0,74%, puis après ça, on n'entend pas beaucoup parler. Et on voit une photo de lui en 1979 ou 1980, je crois, avec Ronald Reagan, le président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Je ne sais pas comment il avait fait. Paraît-il qu'il y avait des amis conjoints, des amis communs, mais c'est quand même bizarre. Moi, je ne sais pas, je ne pense pas que je serrais la main de M. Biden, ou même d'ailleurs de M. Trump. Enfin, en tout cas, je vous signale que je n'ai pas été invité, parce qu'il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi Donald Trump inviterait des gens à son investiture. Moi, je ne l'ai pas été, et je ne le serai certainement pas, d'ailleurs, compte tenu des analyses que je fais sur la nécessaire indépendance de la France vis-à-vis de toutes les puissances étrangères. Mais on va forcer de constater que M. Jean-Marie Le Pen avait été, on le voit en photo, en train de serrer la main avec Ronald Reagan. Comment a-t-il fait ? C'est un mystère, un des mystères de la vie de Jean-Marie Le Pen. Il y a un deuxième, c'est pas vraiment un mystère d'ailleurs, parce que tout le monde est à peu près au courant dans le landerneau politique, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Entre 1982 et 1986, il s'est passé, d'une part, il y a eu un événement un peu retentissant qui a été une élection législative partielle à Dreux pour des élections municipales où le candidat du Front National, qui était Jean-Pierre Stirbois, a fait 11% des suffrages, ce qui était évidemment beaucoup par rapport, on n'avait jamais vu ça pour ce mouvement, mais ça n'était jamais qu'une élection législative, tout à fait partielle, enfin c'était très circonscrit à Dreux. Mais je me rappelle très bien que c'était en 83, on en avait fait, tous les médias français n'avaient parlé que de ça. Au point même, je me rappelle très bien qu'elle avait été en première page du journal Le Monde. J'ai suffisamment d'expérience politique pour savoir que lorsque les médias ne veulent pas que l'on parle d'un responsable politique ou d'un parti, ils n'en parlent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, les médias pouvaient éventuellement faire titrer un article, mais en faire la première page de tous les journaux, même en avant dans tous les journaux télévisés, radiophoniques, c'était évidemment un dynamisme extraordinaire qui était insufflé à partir de ce moment-là à la montée en puissance du Front National. Et ceci, en fait, on le sait maintenant, avait été déjà conçu et concocté par Mitterrand et Michel Charasse à l'Élysée. On sait que Jean-Marie Le Pen avait écrit une lettre à François Mitterrand pour lui dire qu'il était très maltraité dans les médias, ça c'était vrai, et pour lui dire d'intervenir. Or, François Mitterrand est en effet intervenu. Je pense à ça parce que je m'imagine en train de moi d'écrire à Macron en disant « on ne me voit jamais dans les médias, intervenez ». Je ne suis pas sûr. C'est un euphémisme que M. Macron interviendrait
pour que l'on me donne la parole dans les grands médias. Et c'est pourtant ce qui avait été fait avec l'entremise de Michel Charasse, qui était un proche de Mitterrand, ministre du Budget. Et donc, le grand coup d'envoi après l'élection municipale partielle de Dreux, le grand coup d'envoi a été en 1984. Jean-Marie Le Pen a été invité à une émission qui était, comment dirais-je, piloté par un journaliste, le journaliste politique le plus en vogue à l'époque, qui s'appelait François-Henri de Virieux. Et c'était une émission qui commençait à 20h30 et non pas à 21h10 comme c'est maintenant après 40 minutes de pub. À l'époque, il commençait à 20h30 juste à la fin du journal télévisé et qui durait plus d'une heure, même un peu plus d'une heure. Donc cette émission qui s'appelait, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs, enfin c'était pas essayez de retrouver, non ? L'heure de vérité, voilà, c'était ça, une grande émission, l'heure de vérité. Et alors, tous les journaux, toutes les télés avaient dit ce soir, l'heure de vérité avec Jean-Marie Le Pen, etc. Et donc, Jean-Marie Le Pen a pu, pendant plus d'une heure, avec une émission où on lui a posé des questions relativement de façon aimable, on ne l'a pas agonie d'injures, on ne l'a pas coupé sans arrêt pour l'empêcher, parce que je connaissais la musique, pour empêcher un responsable politique de parler, il faut le couper sans arrêt pour qu'il perde le fil de ce qu'il est en train de dire, pour que le public ne trouve pas la cohérence dans ses propos, etc. Donc vous pouvez donner la parole à un responsable politique tout en le flinguant médiatiquement et politiquement si vous le coupez sans arrêt ou si vous faites passer du coq à l'âne. Mais pas du tout, c'était pas du tout ce qui s'était passé. En réalité, on lui a apporté sur un plateau d'argent relayé par tous les médias une immense notoriété nationale. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le Front National a véritablement connu une très forte croissance dans la société française, à partir de ces deux événements de Dreux en 83 et de l'heure de vérité de 1984. Voilà. Alors je le signale parce que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais je m'adresse ici notamment aux plus jeunes, aux gens, disons, qui ont moins de 30 ou 40 ans, ceux qui nous connaissent, ils peuvent demander d'ailleurs à leurs parents ou leurs grands-parents s'ils se rappellent cette affaire. Ils peuvent aller aussi vérifier sur Internet si ce que je dis est vrai ou faux, et vous verrez. Et en fait, tout le monde sait que cette stratégie avait été concoctée par Mitterrand et Michel Charasse et Jean-Marie Le Pen. Ils avaient fait tout ça de façon de concert pour en fait torpiller la droite française, torpiller le mouvement gaulliste incarné par Chirac. Je rappelle que Chirac, en 1978, avait lancé l'appel de Cochin lorsqu'il avait eu un accident de voiture. Il avait été transporté à l'hôpital Cochin. Et au cours de son séjour à l'hôpital Cochin, il avait publié un appel qui est resté célèbre dans les mémoires, qui s'appelle l'appel de Cochin, que vous pouvez aller voir sur Internet, qui avait été rédigé plus ou moins par Pierre Juillet, qui était l'un de ses principaux conseillers, qui était le plus fidèle à la pensée gaullienne. Et donc Jacques Chirac avait lancé un appel foncièrement anti-européen, anti-construction européenne, puisqu'on était juste à l'arrivée de la première élection du Parlement européen au suffrage universel. Auparavant, les députés, les eurodéputés n'étaient pas c'était des parlementaires qui étaient nommés par les États membres et qui n'étaient pas élus. Donc en 1979, suite à des réformes, et notamment une réforme de la Constitution française, il avait été donc prévu que les eurodéputés soient élus au suffrage universel, ce qui était évidemment, du point de vue pragmatique, mais aussi symbolique, un coup de canif terrible sur le principe de souveraineté nationale et un premier pas vers la supranationalité. À ce moment-là, Chirac, en 78, et dans son discours que vous retrouverez aussi en 79, où Chirac avait dénoncé l'Europe mollusque, une Europe germano-américaine, il avait tenu des propos, Jacques Chirac avait tenu des propos qui lui avaient été mis dans la bouche, notamment par Pierre Juillet, fidèle en cela à la pensée gaullienne. Or, le même Jacques Chirac, qui disait ça en 79, devient Premier ministre de François Mitterrand en 1986, suite aux élections législatives de 86, où le Parti socialiste avait perdu la majorité. Et d'un seul coup, Jacques Chirac est devenu européiste, puisqu'il avalise l'acte unique de 1986, l'acte unique européen, qui est le début, le prémisse de ce qu'allait devenir le traité de Maastricht, quelques 6 ans après, avec notamment la libre circulation des mouvements de capitaux et tout ce qui allait en découler. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen emporte dans sa tombe un des grands secrets de la politique française, c'est qu'il a servi
de façon tout à fait consciente, préméditée et délibérée, a en fait torpillé la droite française, a enfoncé un coin entre, d'une part, les héritiers du gaullisme, qui étaient censés être le RPR, et puis les centristes, et donc ce nouveau parti, qui était un parti qui était à la fois d'extrême droite, mais qui brandissait le drapeau bleu-blanc-rouge. Et donc Jacques Chirac s'est retrouvé dans une situation extrêmement inconfortable, puisque, comme Jean-Marie Le Pen tenait des propos qui étaient des propos provocateurs, parfois d'incitation à la haine raciale. Enfin, il a été condamné quand même 20 fois pour incitation à la haine raciale, etc. Mais tout en étant condamné, il avait toujours accès aux médias, ce qui est quand même assez étrange. Au passage, donc, le rôle objectif, c'est un fait absolument objectif que je dis là, c'est que progressivement, Jean-Marie Le Pen, avec ses outrances, a fini par mettre dans la tête des gens et des Français que drapeau bleu, blanc, rouge égale Vichy, égale Pétain, égale propos racistes, antisémites, etc. En fait, il s'agissait de neutraliser le gaullisme. Et Jacques Chirac, confronté à cette situation, a eu une rencontre avec Mitterrand. Et là, je le tiens, non pas de la bouche du cheval, mais de la bouche de Charles Pasqua, qui me l'avait raconté personnellement, même si je crois que ça a été diffusé ensuite dans des écrits, dans des livres, etc. Mais Charles Pasqua m'avait raconté que Mitterrand avait dit à Chirac, qui le lui avait rapporté à lui, Charles Pasqua, Mitterrand avait dit à Chirac, on ne peut plus devenir président de la République française si on est contre la construction européenne. Méditez bien ça. C'est ça qui a fait que Jacques Chirac, d'un seul coup, s'est retourné comme une crêpe, et que le Jacques Chirac de l'appel de Cochin de 78, puis des propos contre l'Europe germano-américaine et l'Europe mollusque, nous ne l'accepterons jamais, disait Jacques Chirac devant des foules gaullistes enflammées, 79. Ce Jacques Chirac-là, 5 ans après, 6 ans après, en 1986, devient le Premier ministre pro-européen de François Mitterrand. Il s'est donc passé quelque chose entre 79-80 et 1986. Ce quelque chose, c'est que Jacques Chirac a amené le parti gaulliste à se renier, à accepter le principe d'une construction implicitement fédérale, puisqu'on venait d'avoir les premières élections au suffrage universel du Parlement européen. Et au même moment, mais le même moment, c'était pas une coïncidence, ça avait été calculé pour, les médias promouvaient Jean-Marie Le Pen pour être le mauvais objet, comme on dit en psychanalyse, c'est-à-dire ce qu'on appelle en psychanalyse un mauvais objet, c'est-à-dire qu'il suffit de faire porter un discours, etc., par quelqu'un en particulier qu'on va appeler le mauvais objet pour que ça pourrisse le truc. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen en était arrivé à dire, je sais pas, le soleil se lève à l'est, les gens auraient été scandalisés. Voilà. C'est-à-dire que la moindre chose qu'il pouvait dire était, du fait qu'il se livrait à des provocations par ailleurs, était frappé d'interdit, c'était l'objet de scandale. Et comme il était là à brandir le drapeau bleu-blanc-rouge, voire à tenir des propos anti-européens, eh bien, on a eu au fait, avec ce procédé, de faire comprendre aux Français que si vous étiez contre l'Europe, fondamentalement, c'est que vous étiez quand même un peu facho sur les bords, même carrément facho, et même que vous aviez une certaine attirance pour les chants hitlériens diffusés par la maison de disques de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé ? C'est vraiment très sophistiqué comme opération. Hein. C'est vraiment ça a été très très bien élaboré. Voilà. D'ailleurs, même dans les années suivantes, on a eu également l'abandon du communisme anti-européen par le Parti communiste français. Puisque le Parti communiste français, dans les années 1950, était le premier à dénoncer le projet germano-américain qui se cachait derrière la construction européenne. C'est pas pour rien qu'en 1954, les gaullistes du RPF d'un côté, le Parti communiste français de l'autre côté, le 31 août 1954 avait fait échouer le projet de communauté européenne de défense, dont les communistes et les gaullistes disaient que ça aurait été une armée de généraux hitlériens sous commandement américain, puisqu'effectivement, il y avait des généraux hitlériens qui avaient été recyclés
par les États-Unis d'Amérique. Et donc on verra, en 1979, vous avez des livres, un livre de je ne sais plus qui, quel communiste de l'époque, qui tient encore des propos très hostiles à la construction européenne. Et là aussi, tout au long des années 80, le Parti communiste va faire son aggiornamento et va devenir européiste. Voilà. Donc moi, ce que je dis, ce qui est très important, c'est que Jean-Marie Le Pen, alors certains vont dire qu'il ne le savait pas, si, tout ça a été fait de façon parfaitement claire. Jean-Marie Le Pen est devenu un élément essentiel de l'oligarchie pour pourrir les idées gaullistes qui avaient été celles qui avaient triomphé au RPR jusqu'en 1979, et pour les assimiler avec des propos qui étaient volontairement scandaleux. Alors c'est pas tout, parce que Jean-Marie Le Pen arrive les élections européennes de 1984, et aux élections européennes de 1984, il y a dans la liste présentée par le Front National, il y a deux personnalités qui auraient dû faire sensation, enfin qui ont un peu fait sensation, et qui étaient là présents sur cette liste, d'une part de M. Pierre Sérac, d'autre part de M. Gustave Pordéa, qui étaient ces deux personnes qui figuraient sur la liste du Front National en 1984 pour les élections européennes. Allez vérifier si vous imaginez bien que si je vous dis ça, c'est que je sais que ce que je dis est vrai. Et je le dis d'ailleurs depuis des années. Et d'ailleurs, je suis étonné que les journalistes, comme par hasard, personne ne s'intéresse à ces dossiers-là. Parce que M. Pierre Sérac était à l'époque le neveu de François Sérac, qui était le président de ce que l'on appelait le CNPF, qu'on appelle aujourd'hui le MEDEF. Voilà, donc le patron des patrons français, qui était son oncle. Bon, à la limite, pourquoi pas, c'est pas un crime en soi. Mais enfin, ça situe déjà un certain milieu social. Mais surtout, Pierre Sérac était le représentant en France de la secte Moon du révérend père Sun Myung Moon, qui était un Coréen, un Sud-Coréen, qui avait créé l'église de je ne sais plus quoi, de la truc universel, qui était une église sectataire en fait, qui avait été créée en Corée du Sud. Mais dont les spécialistes savaient que, en fait, cette église du révérend père Sun Myung Moon était en fait un paravent de la Korean CIA, c'est-à-dire des services secrets sud-coréens qui avaient partie liée avec la CIA américaine. Quand même bizarre. Personne jamais ne s'intéresse à la présence de Pierre Sérac, qui, comme tout le monde le sait, Jean-Marie Le Pen accordait sur ces listes aux élections européennes, il nommait les gens qui lui apportaient le maximum d'argent. Parce qu'à l'époque, l'argent était illimité. C'est d'ailleurs à peu près à cette même époque que Philippe de Villiers avait fait alliance avec notamment Jimmy Goldsmith, qui était un magnat britannique qui avait beaucoup d'argent, qui avait apporté des centaines de millions, parce qu'il avait, enfin des dizaines de millions, peut-être pas des centaines, en tout cas des millions et des millions. Il n'y avait pas de limite et une entreprise pouvait donner de l'argent. Tout ça le terme a été apporté à ça au début des années 1990, suite à tous les scandales de financement des partis politiques. Je vous ai dit qu'il y avait M. Pierre Sérac, qui donc était potentiellement un agent. Il était à la tête de l'église universelle de je sais pas quoi de... Comment ? L'église de l'unification. L'église de l'unification. Voilà, merci Marc. En ce moment, vous regardez sur Wikipédia pendant que je parle sans filet. C'est vraiment de la mémoire, donc merci. L'église de l'unification, donc du révérend père Sun Myung Moon, qui était un paravent de la Korean CIA. Alors, je rappelle que c'est en 84, et je rappelle qu'en 81 ou 80, donc 3 ou 4 ans avant, on voit Jean-Marie Le Pen serrer la main de Ronald Reagan. Comme on dit maintenant, je dis ça, je dis rien. Mais c'est quand même bizarre. C'est pas tout. Il y avait également dans cette liste pour les élections européennes de 1984 du Front National quelqu'un qui s'appelait Gustave Pordéa, P-O-R-D-E-A, et dont on a appris après coup que c'était un agent double, sinon triple, puisqu'en fait il était un Roumain d'origine, et il aurait travaillé, ce monsieur, pour les services de renseignement français,
Il aurait travaillé pour les services roumains, qui c'était la sécurité roumaine du régime de Ceausescu, et peut-être même pour les services de renseignement et d'influence américains de la CIA. En tout cas, c'était quelqu'un qui était très 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 loin, comme d'ailleurs Pierre Sérac, de l'électeur de base du Front National. C'est le moins que l'on puisse dire. On ne savait pas d'où sortaient ces personnes, si ce n'est qu'ils avaient apporté de l'argent. Alors certains disent oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Oui, l'histoire ancienne, c'est très important de connaître l'histoire, de savoir ce qui s'est passé. Parce que je rappelle que c'est au cours de cette décennie, justement, que le gaullisme a disparu de la scène politique française et que le drapeau bleu, blanc, rouge a été accaparé par le Front National. Donc c'est tout à fait fondamental de revenir là-dessus. C'est pas à passer par pertes et profits. En 1989 arrivent les 3e élections européennes, 5 ans après, et de rechef, de nouveau, le Front National présente une liste, et dans cette liste, on retrouve de nouveau Pierre Sérac et Gustave Pordea, que personne n'avait vu d'ailleurs entre-temps au passage. Ils n'étaient pas, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, ils étaient à des niveaux à l'intérieur de la liste qui ne leur permettaient pas d'avoir des députés européens. Voilà. Alors, c'est quand même très important de savoir ça, parce que lorsqu'il y a eu ensuite la réforme du financement des partis politiques, début des années 90, les élections européennes suivantes, après 89, celle de 94, cette fois-ci, Pierre Sérac et Gustave Pordea ont disparu, ne sont plus sur les listes du Front National. Mais entre-temps, le Front National s'est incrusté dans le paysage, a eu ses premiers députés, puisque je rappelle que François Mitterrand ne s'était pas contenté d'apporter au Front National une légitimité médiatique, etc. On ne parlait plus que de ça. Mais également, François Mitterrand, en 1986, avait réformé le mode de scrutin aux élections législatives de telle sorte que le Front National avait obtenu une 30aine de députés. Ce qu'il n'a pas retrouvé avant, récemment d'ailleurs. L'objectif de Mitterrand, en réintroduisant la proportionnelle aux élections législatives, proportionnelle à un tour, il avait voulu poursuivre l'objectif que le RPR et l'UDF, c'est-à-dire le parti dirigé par Chirac, et l'UDF dans lequel il y avait notamment François Léotard, que ces partis n'auraient pas la majorité des députés à eux deux. C'était ça l'objectif de Mitterrand, qui était comment dirais-je, machiavélique. On l'appelait, il était surnommé le Florentin Mitterrand. Donc l'objectif de Mitterrand, c'était d'empêcher, grâce à la proportionnelle, que le RPR et l'UDF aient la majorité des députés à l'Assemblée nationale, de faire du Front National une espèce de groupe pivot de 35 députés, 32 députés, et donc de forcer le parti de Chirac et le parti de Léotard soit à s'entendre avec le Parti socialiste, soit l'UDF à s'entendre avec le Parti socialiste et à rompre avec le RPR, soit éventuellement le RPR et l'UDF faisant alliance avec le Front National, ce qui était à peu près totalement exclu compte tenu de l'atmosphère totalement diabolisée qui entourait le Front National, parce que justement Jean-Marie Le Pen avait volontairement, sciemment, fait des déclarations qui avaient révolté un certain nombre de personnes. Le point le plus culminant a été notamment l'affaire du détail de la Seconde Guerre mondiale, mais qui arrive un petit peu plus tard, je ne me rappelle plus dans la chronologie exacte des événements. Or, le hasard historique a voulu que le piège de Mitterrand n'a pas fonctionné, puisque, à la surprise générale, en fait, certes, le Front National a eu environ une 30aine de députés, mais le RPR et l'UDF, à eux deux, ont eu la majorité sans avoir nécessairement le concours soit du Front National, soit du Parti Socialiste. Voilà. Et donc le piège de Mitterrand a fait long feu, et c'est ce qui a permis d'avoir donc le gouvernement Chirac, qui, comme je le disais tout à l'heure, a avalé tous les principes de la construction européenne fédérale, avec l'acceptation de l'acte unique européen, avec la libre circulation des mouvements de capitaux qui allait déboucher quelques années après sur le traité de Maastricht. Un traité de Maastricht, d'ailleurs, qui a été adopté en 1992,
sur le fil du rasoir, après une campagne médiatique absolument ignoble. C'est-à-dire que le camp du oui avait droit à plus de 80% du temps de parole. Relisez le livre de Georges-Marc Benamou qui s'appelle... Non, excusez-moi, c'est pas de Benamou, c'est de... Je me rappelle plus, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Serge Halimi, pardon, qui était un journaliste au Nouvel Observateur, oui, je sais plus où, de Serge Halimi, qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde, où il rappelle comment s'est passée la campagne pour le traité de Maastricht de 1992. Dans cette campagne pour le traité de Maastricht de 1992, Jacques Chirac a appelé à voter oui à ce qui est quand même la transformation de la France en un pays de sous domination d'une Europe fédérale, c'est-à-dire l'assassinat du gaullisme. Et Chirac a d'autant plus pu le faire qu'il avait déjà accepté de le faire suite aux décennies 80. De telle sorte que ceux qui ont appelé à voter non à Maastricht, eh bien, c'était d'un côté les communistes, de l'autre côté le Front National, et puis une partie quand même des gens qui, à la suite de Philippe Séguin, avaient, notamment dans son fameux discours d'inconstitutionnalité, de question préalable de constitutionnalité sur le traité de Maastricht, avait fait un discours remarquable, mais n'avait pas avec lui la majorité du parti dit gaulliste, qui à partir de ce moment-là, le parti de l'ERPR n'est plus gaulliste en définitive. Et les gaullistes sont en déshérence, puisqu'ils ne peuvent plus se reconnaître dans le RPR, ils ne peuvent pas non plus se reconnaître dans le FN, qui est dirigé par quelqu'un qui est un viscéral anti-gaulliste, parce que j'ai oublié de le préciser, mais Jean-Marie Le Pen était viscéralement anti-gaulliste, et qui par ailleurs faisait des déclarations tout à fait scandaleuses de type négationniste ou raciste. Voilà. C'est comme ça qu'on en est arrivé à cette situation dont on est toujours un petit peu le piège, puisqu'il y a toujours ce système, n'est-ce pas, d'avoir neutralisé en fait le parti gaulliste. Et Jean-Marie Le Pen s'est parfaitement prêté à ce jeu. Donc voilà quelle est... Moi, j'ai pas beaucoup lu la presse, j'ai d'autres choses à faire, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de journalistes qui aient expliqué ce qu'est la vraie histoire du Front National. Et pourquoi le Front National a été promu à ce point. Alors aujourd'hui, le Front National n'existe plus vraiment, je le rappelais tout à l'heure, puisque Marine Le Pen a pris plus que ses distances, puisqu'elle en est arrivée donc à exclure du Front National son propre père et à changer le nom du parti en Rassemblement National. Ce qui, soit dit en passant, les gens qui m'écoutent depuis des années savent que je l'avais d'ailleurs prévu, et savent que j'avais prévu ce qui est en train de se passer, puisque c'est exactement la destinée historique qui est arrivée au mouvement social italien, le MSI, de Giorgio Almirante, dont Jean-Marie Le Pen avait repris le symbole. Lorsque Giorgio Almirante était mort, le MSI, progressivement, a changé de nom, s'est appelé Alleanza Nazionale, c'est-à-dire Rassemblement National. C'était vraiment le parallèle exact. Donc ça veut dire que derrière, il y a des forces qui ont piloté tout ça. Et le Alleanza Nazionale a fini par être dédiabolisé, puis a entré dans des coalitions gouvernementales, d'ailleurs en abandonnant la flamme tricolore. De même que Mme Marine Le Pen a abandonné la flamme tricolore au relent fascisant pour avoir une forme désormais d'une flamme extrêmement épurée. On ne sait plus si c'est une flamme ou si c'est un drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, donc je voulais rappeler tout ça sur l'héritage de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire qu'à part les propos que l'on tient, qui sont tenus ici ou là sur ces outrances, il y avait fondamentalement le jeu qu'il a joué, est un jeu qui n'est pas clair, et qui, au bout du compte, comme on lit dans les Saints Évangiles, on juge un arbre à ses fruits. Eh bien, en définitive et au bout du compte, Jean-Marie Le Pen, la famille Le Pen, a réussi à faire en sorte que la France en soit dans l'état dans lequel nous sommes, puisqu'ils ont diabolisé une alternance qui serait une alternance gaulienne, gaulliste. C'est ça qu'ils ont fait. C'est vraiment important, fondamental à comprendre. Et ils ont donné naissance à ce que l'on appelle maintenant, tout le monde a compris, ce qu'on appelle de l'affaire des castors, la castorisation de la vie politique française, qui fait qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est très très pratique. C'est-à-dire que, par exemple, en 2027, si les Français comprennent toujours pas, ils ont la comprenette un peu compliquée, mais si en 2027 ils ont toujours pas compris que les médias vont promouvoir Madame Le Pen, vont promouvoir Monsieur Bardella à outrance, moi évidemment tout sera fait pour me cacher.
Parce que moi, c'est la vraie solution, elle est là. Or, ils ne veulent pas de la vraie solution, justement. Donc tout sera fait pour promouvoir Mme Le Pen, Bardella, et ci et ça. Et une fois que ça sera arrivé au deuxième tour, face par exemple à Édouard Philippe, aussitôt, d'un seul coup, on ressortira tous les cadavres du placard, on ressortira les appels, comme ça avait été le cas en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen était arrivé à la surprise générale au deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous aurez tous les quarts d'heure un syndicat, un sociopro, une association, le pape, etc., tous les pays du monde qui diront surtout pas, surtout pas, surtout pas, et les Français éliront Édouard Philippe. En tout cas, c'est le scénario qui est prévu. Promouvoir le RN pour le premier tour, le flinguer et appeler au réflexe des castors pour faire élire le candidat de son choix au deuxième tour. Voilà. C'est ce qui se passe. Il faut que les Français le comprennent. Donc c'est un piège terrible, en fait, qui est celui-ci. Je répondrai en définitive à la question, à l'autre partie de la question, puisqu'on me demande si j'avais déjà rencontré Jean-Marie Le Pen. Et oui, je l'ai rencontré. Je lui ai même parlé quasiment en tête-à-tête. C'est arrivé une fois, une seule. Et c'était le 4 février 2002, pour être précis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu à l'époque une émission, donc on était dans la préparation de l'élection présidentielle de 2002, qui avait lieu donc au mois de mai et juin. Et il y avait sur France 2, je crois, enfin sur la deuxième chaîne, la chaîne publique de télévision, il y avait une émission d'un débat qui avait été organisé, qui s'appelait Mots croisés. Et lors de cette émission, ils avaient décidé d'avoir... C'était assez extraordinaire aussi comme façon de procéder. France 2 avait décidé d'organiser des débats pré-présidentiels avec, d'une part, les deux grands candidats, Chirac et Jospin. Donc... on savait même pas qu'il y aurait ces parrainages, mais déjà, on mettait dans la tête des Français que le deuxième tour serait Chirac-Jospin, que c'était eux les vrais candidats. Un truc à l'américaine, histoire de décrédibiliser, de démonétiser d'emblée tous les autres candidats. Mais ensuite, pour faire genre et pour se donner un genre d'être démocrate, ils avaient fait donc un premier débat Chirac-Jospin. On était au mois de février, alors que l'élection avait au lieu de mois de mai. Et ils avaient fait un deuxième débat le 4 février 2022, où ils avaient fait venir 5 moyens candidats. C'est-à-dire ceux dont on pouvait penser qu'ils étaient quand même pas tout à fait des candidats marginaux. Et les 5 moyens candidats qui avaient été sélectionnés, s'il vous plaît, par le service public, c'était Jean-Marie Le Pen, Charles Pasqua, François Bayrou, Noël Mamère et Arlette Laguillet. C'était les 5 qui s'étaient retrouvés donc à France 2. Alors moi, j'étais à l'époque directeur de cabinet de Charles Pasqua au Conseil général des Hauts-de-Seine et il m'avait demandé de l'accompagner avec également sa conseillère en communication parce que c'était l'invité plus 3, je crois. Il y avait l'invité plus 3 personnes, donc il y avait un de ses proches, dont je ne dirai pas le nom, un des proches de Charles Pasqua, il y avait sa conseillère en communication, et il y avait moi. Voilà, on était 3. Et puis, donc chacun était venu avec 3 personnes. Voilà. Et donc c'était un débat où on expliquait aux Français que eux, ils ne passeraient pas au premier tour, en gros, mais qu'on leur donnait quand même la parole. C'est des procédés absolument scandaleux. Absolument scandaleux. C'est d'ailleurs... La suite des événements a montré que c'était scandaleux, puisque, comme vous le savez justement, Jospin n'a pas été au deuxième tour, c'est Jean-Marie Le Pen qui a été. Donc cette présélection des médias était scandaleuse et a montré qu'elle était scandaleuse. Alors si je vous raconte tout ça, cette anecdote, c'est que lorsque le débat s'est terminé, il y avait une espèce de grand escalator pour passer à un étage supérieur où France 2 recevait dans une très grande salle. Il y avait une espèce de gigantesque buffet qui faisait au moins 40 mètres de long, qui était en fer à cheval, dans une grande salle, comme ça, en fer à cheval, et où les invités étaient priés de passer ensuite. Et alors, j'accompagnais Charles Pasqua, et au moment de monter dans l'escalator, de prendre l'escalator, voici que, comment s'appelle-t-il, l'un des proches de Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, qui était député européen, se rapproche de Charles Pasqua. Ils se connaissaient puisque, à l'époque, Charles Pasqua était député européen et Bruno Gollnisch aussi. Et moi, j'étais à côté de Charles Pasqua. Et Bruno Gollnisch se rapproche de Pasqua pour lui parler.
avec sans doute un calcul derrière la tête, puisque tout ça, ça pullulait de journalistes, de journalistes d'après écrite, etc., dont tout le monde regardait qui fait quoi avec qui. Et à l'évidence, la politique peut avoir parfois des moments un peu cocasses, un peu tragicomiques. À l'évidence, Pasqua n'avait aucune envie d'être vu en train de discuter le bout de gras avec Bruno Gollnisch. Puisque j'avais découvert à cette occasion, je m'en doutais un peu, mais là je l'avais vraiment découvert de façon palpable, à quel point Jean-Marie Le Pen et les gens qui l'accompagnaient faisaient l'objet, mais alors c'était peu dire que c'était d'un ostracisme, c'est-à-dire les journalistes, les autres invités voulaient se tenir à pas moins de 10 à 15 mètres d'eux. C'était comme ça. Et donc, on monte dans l'escalator, on vit au-dessus de tout le monde, et puis Gollnisch qui fonce justement sur Pasqua. « Ah, comment allez-vous, président ?» Et à ce moment-là, Pasqua m'a fait un coup en vache, j'étais pas du tout au courant, et me dit « Ah, mais très bien, monsieur le député, dit-il à Gollnisch, il dit « Je vous présente mon collaborateur François Asselineau, qui est comme vous, qui parle le japonais. » Puisque Bruno Gollnisch, qui était marié avec une japonaise, son épouse est malheureusement décédée il y a quelques mois de cela, Bruno Gollnisch était un spécialiste de la culture japonaise. Et donc, on était dans l'escalator, et donc Bruno Gollnisch se tourne vers moi, commence à me dire « Ah, vous parlez le japonais ?» Je lui réponds 2-3 trucs en japonais, on commence... Et au même moment... C'était d'une filouterie à la Pasqua. Au même moment, on était arrivé dans la grande salle où il y avait énormément de gens, des journalistes, etc., puis le buffet. Et j'ai vu Pasqua qui prenait la tangente en me regardant avec un air malicieux sur le thème « Maintenant, c'est à vous que j'ai collé le sparadrap ». Et donc, il est parti. Et j'ai découvert que dans cette salle, il y avait donc ce buffet qui faisait à peu près 40 mètres de long. Il y avait 4 candidats et des journalistes et les accompagnants qui étaient massés dans un coin. Donc il y avait Arlette Laguillet avec ses collaborateurs. Arlette Laguillet avait quand même refusé de serrer la main de Charles Pasqua. Il y avait François Bayrou. Il y avait Charles Pasqua qui donc m'avait planté là. Et puis il y avait donc Noël Mamère. Et moi je m'étais retrouvé à discuter avec Bruno. Je n'avais pas vu le coup venir. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'est arrivé Jean-Marie Le Pen, qui lui était déjà monté, qui était flanqué de 2 autres personnes. Je me rappelle très très bien de toute cette affaire. Il était flanqué de 2 personnes qui l'ont d'ailleurs quitté ensuite, qui étaient l'un s'appelait Fernand Le Rachinel, qui était son imprimeur, avec lequel il a eu des mots, des procès extraordinaires, parce que ce monsieur Le Rachinel avait dit qu'il n'avait pas été remboursé. Enfin, il y avait des sombres histoires d'argent, je ne sais pas très bien qui était ce qu'il fallait en penser. Mais enfin bon, à l'époque, on était donc, début 2002, ils étaient encore amis. Et la troisième personne, donc il y avait Bruno Gollnisch, Fernand Le Rachinel, la troisième personne était le secrétaire général du Front National, qui s'appelait Karl Lang, qui ensuite, en 2008, je crois, est parti du Front National pour créer un autre parti politique qui s'appelle le parti de la France, qui n'a pas connu une grande carrière et qui a végété, en définitive. Voilà. Et alors, je raconte toute cette anecdote parce que je me suis donc retrouvé, d'une certaine façon, pris au piège, avec Jean-Marie Le Pen, M. Le Rachinel, M. Gollnisch et M. Lang, qui me sont tombés dessus, si vous voulez, parce que j'étais finalement le seul qui acceptait de leur parler. Et en moi-même, je me disais, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette République, parce que je voyais que tout le monde... Enfin, ils étaient pestiférés. Je me suis dit, mais ça doit être horrible, en fait, dans ce mouvement politique. Et je voyais des regards noirs de certains huissiers, de serveurs. On me regardait. Moi, j'étais vraiment l'agneau sacrificiel dans cette histoire. J'en parle avec, évidemment, un peu d'humour, parce que c'était... Mais enfin, je vous raconte ça. Et si je vous raconte ça, c'est la conclusion. C'est que Jean-Marie Le Pen était venu me voir, et puis il était bien content d'avoir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait été... Et il vient me voir, il commence à discuter le coup avec Bruno Gollnisch, qui lui dit bah, « c'est monsieur le directeur de cabinet de Charles Pasqua ». Et voilà. Alors, je ne vais pas vous raconter la discussion qui avait été assez brève, d'ailleurs, parce que je n'avais pas non plus particulièrement envie moi-même de m'afficher pendant des heures et des heures avec Jean-Marie Le Pen, qui portait quand même derrière lui tous les scandales qu'il avait faits, y compris celui du détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sur les chambres à gaz et compagnie. Donc, je n'avais pas spécialement envie, mais je pouvais pas, j'étais coincé. Mais surtout, je vous raconte toute cette anecdote. Pourquoi ? Parce que
Jean-Marie Le Pen est venu me parler, je ne me rappelle plus très bien ce qu'il a dit, on a parlé 2-3 minutes quand même. Il y avait quelque chose qui m'a surpris chez ce monsieur, c'est que, en fait, vous savez, il y a une citation que j'aime bien citer, qui est une citation de l'écrivain irlandais, britannique, Oscar Wilde, qui dit « Méfiez-vous de votre première impression, c'est la bonne ». Et la première impression que j'ai eue de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait l'œil pétillant de malice et qui, à mon avis, aurait enfin, je sais plus, il avait enchaîné des calembours et des trucs comme ça, aurait, à mon avis, vraiment aurait tout donné pour faire un bon mot. Et en fait, comme on dit vulgairement, moi j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui était fondamentalement un déconneur. Voilà. Quelqu'un qui avait fondé la Corpo de droit, quelqu'un qui aimait en fait la provocation, qui était plutôt un bon vivant, etc. Et qui, ça m'avait beaucoup impressionné. Et je m'étais dit, mais c'est ça qu'on nous a présenté comme Adolf Hitler? Mais non, ça ne va pas du tout. En fait, ce monsieur, le sentiment que j'en avais eu, c'est que ce monsieur ne voulait pas du tout le pouvoir, en fait. Il était là. En fait, il était là, il jouait un rôle de trublion qui était, voilà, et c'était pas forcément toujours très agréable à subir, je suppose, mais voilà le sentiment que j'en avais eu. Voilà. Vous vouliez savoir quelle a été ça s'est terminé. Après, je me suis extirpé de ça. Je suis allé revoir Charles Pasqua. Je lui ai dit, écoutez, Président, quand même, vous m'avez un peu... Alors, il rigolait aux éclats. Il m'avait dit, écoutez, je préfère que ce soit vous qui a ensuite Arlette Chabot sur le dos. Pourquoi vous discutez avec Jean-Marie Le Pen que moi? C'est ce qu'il m'avait dit. Bon, ça, c'est la... Bon, je vous raconte des trucs, la politique dans les coulisses, mais c'est la vérité, ce que je vous dis. Voilà. Et donc, je conclus là-dessus. C'est que je pense qu'en fait... Voilà, le vrai bilan de Jean-Marie Le Pen, malheureusement, c'est que c'est quelqu'un qui a contribué, en fait, par espièglerie, par goût de la provocation. C'était quelqu'un qui parlait un français tout à fait extraordinaire, hein, qui est extrêmement érudit par ailleurs, tout le monde le sait, qui était un débatteur hors norme, mais par provocation, par goût du scandale, en fait. Mais aussi en harmonie avec François Mitterrand, Michel Charasse et peut-être, et même sûrement des services de renseignements étrangers, a réussi en fait à neutraliser le gaullisme quasiment jusqu'à présent. Voilà. Et je rappelle qu'aujourd'hui, un dernier point que je voudrais dire, c'est que j'invite toutes celles et tous ceux qui ne me croient pas à aller regarder sur Internet. Ils tapent « Profession de foi Front National Européenne 1979 ». Profession de foi, Front National Européenne, 1984. Profession de foi et Front National Élection Européenne, 1989, etc. Regardez ça, vous trouverez, il y a des sites où il y a les trucs en PDF, vous verrez que jamais, J-A-M-A-I-S, jamais, lors des élections européennes, comme d'ailleurs lors des élections nationales, des autres élections nationales, le Front National n'a proposé de sortir de l'Union européenne dans ses professions de foi. Vous verrez tout le contraire. C'était pour une Europe forte, une France forte dans une Europe des nations, je sais pas quoi. Et puis il disait qu'il fallait que l'Europe lutte contre l'immigration, etc. C'est-à-dire qu'il postulait qu'on restait bien dans le cadre européen. Voilà. Et en définitive, le Rassemblement national de notre époque, c'est en fait la même chose. Voilà, le Rassemblement national. Alors, Madame Le Pen, qui n'a pas du tout la même personnalité, que j'ai croisée une fois, mais bonjour, bonsoir. Je l'ai même croisée 2-3 fois sur des plateaux, mais je n'ai jamais eu de conversation avec elle. Madame Le Pen, qui, je pense, est une femme beaucoup plus modérée dans ses propos. Je connais quelqu'un qui m'a dit que c'était la seule femme de gauche qu'il y avait au Rassemblement national. Je pense que Madame Le Pen n'a pas du tout... a pris beaucoup de distance. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Elle a pris d'ailleurs, elle a expulsé son propre père de son parti politique, et elle a, tout le monde le sait, dédiabolisé le parti, changé le logo, changé le nom, comme je vous le disais, selon le modèle, du MSI devenu Alleanza Nazionale italien. Mais au bout du compte, qu'est-ce que va devenir la suite des événements? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Rassemblement national à notre époque, pas plus que le Front national d'ailleurs, ne propose ce que nous proposons, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN.
Voilà, j'ai été très long. Je vous prie de m'en excuser, mais c'est quand même une information qui est importante, le décès de Jean-Marie Le Pen. Et puis surtout, je voulais... vous voyez, la gauche, outre les scènes choquantes, scandaleuses, en fait, humainement immondes qui ont été faites hier, mais la gauche ou la droite, personne ne vous dit ce que moi je vous dis. Parce que moi, je vous dis, depuis que j'ai créé l'UPR, je me suis fixé un objectif, c'est de dire aux Français la vérité. Pourquoi nous en sommes là ? Et quel est ce théâtre d'ombre de la politique française dont nous sommes les victimes ?